à tous et bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui nous allons parler de transition écologique. Nous l'avons vu dans la vidéo la méthode simple pour changer de monde, que le changement devait venir de nous-mêmes. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire en préambule et d'emblée que si on attend de nos chères élites et de nos chers gouvernements de faire des lois qui interdisent ceci, cela, tout ce qui est polluant, je pense qu'on peut attendre très longtemps. Parce que nous allons le voir au cours de cette vidéo, on vient sans arrêt culpabiliser le petit consommateur que nous sommes, mais le gros des pollutions se fait par le biais des entreprises, de l'industrie. Et si quelque chose devait avoir été fait pour lutter contre la pollution, ça aurait été fait depuis longtemps. Je vous rappelle que chaque année, lorsqu'il y a des grandes réunions, COP 21 et compagnie, rien n'est fait pour que la pollution soit limitée. Sauf que là, depuis un an ou deux, on voit apparaître, alors tout le monde s'excite pour la transition écologique, mais qui c'est qu'on va venir de nouveau taper? C'est le petit consommateur, avec cette fois-ci des mesures beaucoup plus draconiennes, un peu similaires, copier-coller sur le pass sanitaire, mais version écologique. Vous allez voir, ça va être le prochain scandale. Enfin, scandale, c'est le prochain coup de bâton. Alors, on va voir tout ça dans quelques instants et on va parler d'énergie verte, mais aussi, et là peut-être que c'est un terme que vous allez apprendre, d'énergie grise. Les petits passages, passage. L'énergie grise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un objet. Donc, je vous propose de regarder la petite vidéo qui suit. Ça va vous expliquer un petit peu ce que c'est. L'énergie grise d'un produit ou d'un matériau, c'est celle qu'on ne voit pas lorsqu'on le tient en main. On ne la voit pas, mais elle existe bel et bien, ou plutôt, elle a existé. L'énergie grise, c'est en fait le calcul de toute l'énergie qu'il a fallu dépenser pour fabriquer ce produit ou ce matériau. Prenons un exemple. Pour faire le cadre d'une fenêtre, on peut utiliser plusieurs matériaux, dont le bois ou l'aluminium. Ces deux matériaux ont des propriétés intéressantes et un coût presque similaire. Mais il n'en est pas de même pour leur énergie grise. Les montants de bois qui arrivent sur le chantier ont commencé leur vie sous la forme d'un arbre, bien entendu. Cet arbre, il a fallu le couper avec des tronçonneuses, et il faut de l'énergie pour faire fonctionner les tronçonneuses. Une fois l'arbre coupé, il a fallu le transporter de la forêt jusqu'à la scierie avec d'énormes camions qui ont bien sûr consommé de l'essence. Et plus il vient de loin, plus la note est élevée. À la scierie, le bois brut est découpé avec des scies mécaniques, puis séché dans des fours spéciaux avant d'être transformé en montant prêt à poser. La note d'énergie grise continue de s'alourdir. Notre montant de fenêtre doit à présent rejoindre le magasin où il sera vendu. Encore des kilomètres, encore de l'essence brûlée. Son dernier trajet, du magasin jusqu'au chantier, achève d'augmenter la note. Et il est bien facile de comprendre que plus la distance entre l'arbre du début et le chantier est grande, plus la note est élevée. Voyons à présent le cycle de production d'un montant d'aluminium. L'aluminium est extrait d'un minerai appelé bauxite. On le trouve la plupart du temps dans les régions tropicales. On extrait donc ce minerai avec d'énormes engins très gourmands en carburant. Une fois extrait, il doit bien sûr être transporté vers des centres de traitement souvent très éloignés de la mine. Camions, bateaux, parfois même avions sont utilisés pour ce transport.
Au centre de traitement, le minerai est concassé, digéré, filtré, chauffé dans des fours à près de 1000 degrés et traité par électrolyse, opération qui nécessite une quantité d'énergie considérable et qui utilise des traitements chimiques très agressifs pour l'environnement. Une fois l'aluminium transformé en montant de fenêtre, il devra bien sûr être transporté jusqu'au magasin de vente, puis jusqu'au chantier. Du minerai de bauxite à l'installation de la fenêtre dans la maison, que de kilomètres parcourus, que d'énergie dépensée. Passage. Voilà, donc l'énergie grise, eh bien, c'est tout simplement l'énergie nécessaire, donc c'est-à-dire polluer pour créer un nouvel objet. Donc ça nous amène à la question très simple, en fait, quelle est la conséquence quand vous achetez un objet neuf? C'est-à-dire que vous avez deux impacts sur le système. Ce même système que nous aimerions changer, on le nourrit, on donne de l'argent aux entreprises qui font partie de ce système, et je vous rappelle que tout en haut de la pyramide, chaque entreprise est détenue par un groupe, une holding qui elle-même est détenue par une autre holding, etc. Et au final, tout en haut de la pyramide, il n'y a que 3 holdings dans le monde entier qui détiennent l'ensemble de l'économie. Donc déjà voilà, on nourrit le système et puis en plus de ça, on agit sur la pollution par le biais de l'énergie grise. Donc en fait le mieux, si tant est qu'on ait vraiment besoin d'un objet, ça je vous rappelle à la vidéo, je vous ramène à la vidéo sur les besoins, se poser la question, en fait, quand on a envie d'acheter quelque chose, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que j'ai besoin de l'avoir pour moi seul ou est-ce qu'on pourrait imaginer l'avoir à plusieurs? Et surtout, est-ce que j'ai besoin vraiment d'acheter, une fois répondu à toutes ces questions, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter du neuf ou est-ce qu'un achat d'occasion pourrait suffire? Alors, comme j'aime bien faire dans mes vidéos, c'est un peu l'idée de la chaîne aussi, c'est vous partager mon expérience. Moi, depuis tout jeune, en fait, quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, j'ai toujours acheté des frigos, des cuisinières d'occasion. Et j'entends souvent autour de moi, oui, mais alors tu sais pas trop ce que tu achètes, et au final, si ça pète, qu'est-ce que... En fait, voilà, en fait, c'est pas compliqué, parce que sur le nombre d'achats d'occasion sur lesquels vous faites des économies, si de temps en temps, un objet vous lâche rapidement, je veux dire, le calcul, il est vite fait. Et je dois vous avouer une chose, c'est que sur tout ce que j'ai acheté d'occasion, je crois qu'il n'y a qu'une fois une télé qui a pété au bout de 3 mois, je crois. Et je l'avais acheté dans un magasin d'occasion. Vous voyez, c'était même pas un particulier. Donc bon, en fait, voilà. Et après, on sent les choses quand vous faites beaucoup d'occasions. Vous ressentez la façon, les vendeurs, la façon dont qu'ils ont d'écrire les messages, la façon d'écrire leur annonce. C'est aussi... les évaluations, il y a beaucoup de sites qui proposent des évaluations des vendeurs, donc voilà, c'est ça, vous sentez les choses, et je pense que pour mal tomber, il faut vraiment se lever tôt. Voilà, donc l'occasion, allez-y à fond, parce que si vous voulez vraiment changer le monde, le système, ça commence par ça, ne pas le nourrir et ne pas contribuer à la pollution. Passage. Et donc là, parlant d'énergie grise, on l'a vu, maintenant les énergies vertes. Alors la transition écologique, oui, qu'est-ce qu'on nous propose comme produit de remplacement? La voiture, voilà, on met toutes nos voitures au rebut et on achète des voitures électriques. Sauf que, alors il y a 2 problèmes, c'est que quand on met nos voitures au rebut, en fait, ça pollue aussi. Elles ne sont pas entièrement recyclées, les voitures, il n'y a qu'une partie qui est recyclée. Par contre, ça coûte pour fabriquer les voitures. Les batteries ne sont pas écologiques. Il y a l'énergie grise qui est nécessaire pour construire une voiture
électrique. Et puis c'est surtout que les gens à qui on dit tout d'un coup vous n'avez plus le droit d'utiliser votre voiture, ils font comment? Il faut l'acheter la voiture neuve, et une voiture électrique c'est quand même pas donné. Alors oui, il y a des aides, on te fait croire que oui, voilà, il y a des aides, mais sur 20 000 ou 30 000 euros, une aide de 2 000 euros, le gars qui n'a pas d'argent, ça ne lui change pas sa vie, il ne va pas pouvoir changer de voiture. Donc on prend toujours à la mauvaise cible. Voilà, en termes de photovoltaïque, c'est la même chose. On vous dit solaire, mais le photovoltaïque, vous allez le voir dans le reportage que je vous propose juste après, c'est une calamité. Pareil, je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'avais donc fait construire une tiny house. Je me suis dit, je vais me mettre en autonomie totale, j'achète des panneaux solaires. Et puis je me suis dit, voilà, c'est un investissement à long terme, j'achète du neuf, là j'ai pas acheté de l'occasion. Les batteries pareil, et puis j'apprends dans ce reportage d'Arte qu'en fait c'est une catastrophe écologique, le photovoltaïque, les batteries pareil. Donc je vais vraiment, quand j'ai vu le reportage, j'étais mal. Je me suis dit, là si c'était à refaire, j'achèterais de l'occasion. Voilà, ce photovoltaïque et les batteries pareil, avec le risque que comporte un achat d'occasion de batteries. Mais il y a des bons tuyaux, voilà, j'aurais pu le faire. Ouais, en fait, à chaque fois, on nous propose, alors les ampoules basse consommation, c'est pareil, en fait, elles ont une durée de vie soi-disant beaucoup plus élevée, mais elles polluent beaucoup plus aussi. Et elles sont même dangereuses pour la santé. Si vous pétez l'ampoule, il y a des gaz très toxiques, et puis les rayonnements de ces ampoules sont dangereux. Ça, il suffit de regarder les magazines comme 50 millions de consommateurs ou des magazines comme ça. Il y a chaque semaine un article sur la toxicité d'un produit qu'on nous vend. Et les ampoules, j'avais vu une fois un article, c'est les rayonnements, surtout, je crois que c'était la lumière bleue. Elle n'est pas bleue l'ampoule, mais c'est ce qu'on appelle la lumière bleue. C'est la même que les écrans. C'est super mauvais pour les yeux. Mais c'est en vente libre. Voilà. Puis après, dans 5 ans, dans 10 ans, ils arriveront comme des sauveurs à vous dire oui, voilà, en fait, on a une technologie pour les problèmes de vision. On vous change les yeux, on vous met des yeux électroniques. Le transhumanisme. On y arrive, hein, on y arrive. Ça fera l'objet d'une vidéo aussi, le transhumanisme. Mais vous pouvez déjà vous renseigner. Regardez les vidéos de Laurent Alexandre. Ça devient une religion. Donc voilà, ce qu'on nous propose en guise d'énergie renouvelable ne sont pas vertes du tout. Par contre, une énergie qui serait tout à fait verte et pas polluante et inépuisable, c'est l'énergie libre. Mais ça, l'énergie libre, Nikola Tesla, au début du XXe siècle, on avait parlé, il l'avait découverte. Je dirais, on lui a mis les bâtons dans les roues, son laboratoire a brûlé, voilà. Et cette énergie libre, elle n'est jamais sortie du tiroir. Par contre, tous ceux qui s'y sont intéressés, ils ont été ou en prison ou zigouillés. Alors après, il y a aussi les free generators. Ça, vous pouvez regarder sur YouTube, ça existe. C'est une solution. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà, apparemment, ça pourrait être une solution. Mais ça, c'est plus quand vous êtes à la campagne, dans une... Voilà, vous ne pouvez pas commencer à... c'est, je pense, plus difficile d'utiliser ça en ville, dans un appartement. Après, encore à creuser. On va regarder un petit extrait du reportage d'Arte sur les énergies vertes, la face cachée des énergies vertes. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez regarder la vidéo en entier. On ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même déjà pas mal. Le message à retenir, c'est acheter de l'occasion au lieu d'acheter du neuf. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime. En Norvège, le véhicule électrique, emblème des Green Tech, fait l'unanimité. Comme partout en Europe, politiques et industriels en font aujourd'hui sa promotion. Même si beaucoup connaissent son véritable bilan écologique depuis longtemps. Le personnel politique et la voiture zéro émission, c'est l'histoire d'un pacte qui remonte au milieu des années 90. Le réchauffement climatique s'invite alors dans les débats. Les écologistes mettent en cause les gaz à effet de serre. Leur position
commencent à influencer l'opinion. Les gens se sont dit, le principal émetteur de gaz à effet de serre, c'est les transports, c'est pas compliqué. Les bagnoles, les avions, les camions, les tracteurs, etc. Et donc certains qui veulent avoir de l'avance dans l'innovation industrielle se sont dit, pourquoi pas faire une voiture électrique? En 2002, plus d'une centaine de chefs d'État se réunissent au sommet de la Terre de Johannesburg pour aborder les questions de l'eau, de la biodiversité ou de l'énergie. Le réchauffement climatique est au cœur des échanges et un discours en particulier marque les esprits. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. De l'histoire. Les sommets de la Terre, un peu comme les COP aussi, qu'on a tous les ans pour le climat, sont des sommets onusiens. Vous avez les discours politiques officiels, dans la plénière, et autour, vous avez une sorte de foire, où chacun a son stand, y compris les stands contradictoires entre les syndicats, les patrons et les associations écolos. C'est pas le même discours. Vous aviez là BMW et Toyota qui étaient là et qui faisaient leur pub. Ils avaient des stands magnifiques en disant « nous, on fait des voitures propres maintenant, on ne va pas émettre de gaz à effet de serre, notre bagnole est électrique. » À l'heure où l'opinion se montre de plus en plus sensible aux questions environnementales, la voiture électrique apparaît comme une aubaine pour les industriels, comme pour les responsables politiques. Elle devient même l'étendard d'un monde vertueux. En France, Jean-Louis Borloo est le premier homme politique à soutenir ouvertement ce nouveau mode de transport vert. Vous la trouvez jolie ? Écoutez, oui, je la trouve sympa, mais c'est surtout ce qui est important, c'est la batterie. Le vrai problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie sur la batterie. Alors, apparemment, on va la faire vérifier et tester. Elle pourrait faire 250 km, ce qui serait une avancée majeure, mais tout ça mérite d'être expertisé, vérifié et traité. Vous l'avez conduite ? En 2009, le ministère de Jean-Louis Borloo supervise une grande étude scientifique sur la voiture électrique. Elle doit comparer la pollution émise par le véhicule électrique et celle du véhicule à essence. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un organisme public, est chargée de rédiger un rapport. Plus de 10 ans après, un seul participant accepte de révéler les coulisses des différentes réunions. À l'époque, l'impartialité est le mot d'ordre pour tous les participants. Le but d'une étude n'est pas d'être pour, d'être contre, mais surtout, il faut que tous les acteurs autour de la table puissent dire oui, toutes les informations concernant la fabrication d'un véhicule électrique sont bien collectées et vont bien être traitées par la suite. Et donc il est important qu'il y ait, au niveau méthode, l'ADEME, qu'il y ait les personnes qui agissent dans les filières automobiles, donc qu'il y ait tous les constructeurs, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, entre autres, et des représentants de la société civile, consommateurs, associations de protection de l'environnement. Les associations écologistes exigent que toutes les étapes de la vie du véhicule soient prises en compte dans le rapport. Dans leur esprit, l'extraction des matières premières en fait partie. Dès qu'il y avait un élément qui pouvait être considéré comme à charge dans l'étude, c'est-à-dire qui pénalisait le véhicule électrique, eh bien dans ces cas-là, plusieurs fois, Renault est intervenu pour demander que ce facteur ne soit pas pris en compte, puisqu'il avait tendance à pénaliser le véhicule électrique. Dans le rapport, pris en compte dans le rapport. Pris en compte dans le rapport. Donc là, manifestement, Renault prenait position en faveur du véhicule électrique, ce qui n'était pas le but de la commission.
Et pour nous, ceci nuisait à l'indépendance de l'étude, puisque nous étions là pour obtenir une étude indépendante. Chez Renault, personne n'a souhaité s'exprimer sur le sujet. Quant à l'ADEME, elle intègre finalement dans l'étude la totalité des impacts de la voiture électrique sur l'environnement. En 2012, le rapport est écrit. Nous nous attendons à une opération de communication très importante de l'ADEME. Et là, des réponses bien embarrassées qui nous expliquent que le rapport n'est pas validé. On n'est pas d'accord, puisque même si on avait des points de désaccord, on est resté jusqu'au bout et nous sommes tous d'accord sur la rédaction du rapport. Maintenant, il doit être diffusé. Après 18 mois d'attente, l'ADEME, soucieuse de son indépendance, publie finalement l'étude. Apparemment, ça devait déranger beaucoup de personnes, politiques ou industrielles, de dire qu'un véhicule électrique avait des impacts environnementaux. Le rapport ne dit pas que le véhicule électrique est un véhicule propre. C'est-à-dire que c'est le péché originel de la communication de parler d'un véhicule propre pour le véhicule électrique. 3 ans plus tard, l'ADEME va plus loin. Dans une nouvelle publication, les spécialistes écrivent que les impacts environnementaux du véhicule électrique sont du même ordre de grandeur que pour un véhicule thermique. Les deux voitures pollueraient donc autant l'une que l'autre. Des conclusions que l'ensemble de la classe politique refuse de prendre en compte. Les petits passages, passage, passage, passage.